26/02/2026, nous sommes dans la 5e année, jour 3 depuis le début de l'invasion totale. Je vous souhaite la bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Passons tout de suite au front. Dans le Donbass, il règne actuellement en grande partie la pause opérationnelle saisonnière habituelle, si l'on peut l'appeler ainsi. Le seul secteur du front où il y a une dynamique constamment élevée reste toujours sur l'axe Oulaïpol-Pokrovské, où depuis le 6 février, une contre-offensive ukrainienne est en cours dans une zone localisée. À côté de cela, il y a cependant des combats plus intenses au sud-ouest de Kostiantynivka, ainsi qu'à l'ouest de Siversk, que nous allons maintenant examiner. Actuellement, c'est justement dans la zone à l'ouest de Siversk que la 3e mène des opérations. Depuis début février, l'armée russe mène des opérations offensives contre le groupe tactique ukrainien Solidar, commandé par le général Bratishko. Le groupe ukrainien comprend la 10e brigade d'assaut de montagne avec tous ses bataillons, comme on peut le voir ici, ainsi que la 54e brigade mécanisée, ainsi que la 81e brigade aéroportée. Du point de vue russe, plusieurs brigades de fusiliers motorisés attaquent, dont la 88e brigade du 2e corps d'armée qui se trouve ici, ainsi que la 85e brigade du 2e corps d'armée qui attaque dans cette zone. Nous voyons ici déjà un paysage assez vallonné. Nous savons que la région est traversée par plusieurs collines différentes et que des villages ont été construits dans les vallées, et c'est justement ces villages que les Russes essaient de prendre en ce moment. En partie, ils essaient d'avancer dans le village et en même temps, ils tentent aussi de sécuriser les flancs en passant par les collines. Cela a évidemment du sens. S'ils occupent une position plus élevée, ils peuvent aussi regarder en bas. Ils disposent généralement de meilleures positions de tir et peuvent leur mieux observer que les unités au sol, qui se trouvent ici dans une sorte de retraite. Et cela se fait ici dans 2 directions d'attaque, une fois à la hauteur de la 88e brigade et une fois à la hauteur de la 85e brigade. Les Ukrainiens contrôlent en grande partie les hauteurs, mais ils doivent tout de même lutter durement contre les Russes. Et aujourd'hui, il s'agit en particulier de la colline, fortement fortifiée, 207, qui est tenue par la 10e. Elle est occupée par la 10e brigade d'assaut de montagne. Comme prévu fin janvier, le commandement russe aurait renoncé à prendre la hauteur 207 de front. Au lieu de cela, on se concentre sur un contournement de la position, par le sud et par le nord, comme indiqué sur la carte de situation. Les attaques de la 88e brigade russe dans la région de Rychnikivka se sont enlisées il y a environ 2 semaines. C'est pourquoi nous n'avons presque plus rien vu de ce secteur. Là-bas, les forces sont en fait passées à la défensive. Cela signifie que les Ukrainiens ont maintenant de meilleures possibilités de bloquer l'avancée russe ici, puisqu'ils ne progressent plus, sauf dans cette zone rouge foncé ici. J'ai maintenant redessiné ceci, car le statut du village était incertain ces derniers jours. On ne savait pas si les Russes étaient déjà à l'ouest et contrôlaient totalement ou partiellement la zone. Ils la contrôlent totalement, mais ce n'est pas arrivé soudainement. C'est une clarification de la semaine dernière. Mais à partir de là, environ, les Russes ont cessé d'attaquer davantage et, comme je l'ai dit, ils adoptent ici plutôt une posture défensive. Mais la situation est différente un peu plus au sud, à hauteur de la 85, de la brigade de fusiliers motorisés, car elle a pu réaliser des progrès notables en contournant la hauteur 207, et a également réussi à conquérir la moitié du village ici. Ce village se trouve à la jonction entre la zone de responsabilité du groupe tactique Solidar et de la 30e brigade qui est directement subordonnée au 11e corps. Cela devrait être la brigade ici. Pendant longtemps, je ne savais pas comment l'attribuer. Je savais qu'il y en avait une là, mais je ne savais pas exactement laquelle c'était. Ça veut dire qu'on peut en fait inverser ça tout de suite, comme je l'ai dit. Ici, c'est la 30e brigade, mais elle appartient à une autre unité que celle d'en haut. C'est un gros problème, car c'est justement ici que les Russes, avec la 85e brigade, attaquent. C'est justement ici que se termine la zone de responsabilité du groupe d'en haut et du groupe d'en bas. Cela signifie qu'il y a à nouveau de gros problèmes ici, surtout en ce qui concerne la coordination, comme nous l'avons déjà vu ces dernières années, et cela concerne particulièrement le côté ukrainien. Cela veut dire que si les chefs de sous-unités ne se coordonnent pas correctement ici, les Russes vont bien sûr exploiter ce problème et pourront continuer à avancer. Parce que d'une part, personne ne pourrait se sentir responsable et se dire « Eh, c'est le secteur de l'autre brigade », qu'ils s'en occupent eux-mêmes, mais les deux pourraient aussi revendiquer cette zone et se gêner. Il faut donc une excellente coordination. Et c'est déjà presque une véritable épreuve du feu pour les nouvelles formations ukrainiennes au sein de l'armée.
La restructuration a entraîné la création d'un nouvel état-major ou du système corps, censé justement éviter ce genre de choses. Nous verrons maintenant comment cela évoluera. Les combats pour le village ont d'ailleurs commencé autour du 7 février. Des groupes d'assaut russes ont pénétré dans la partie est du village et ont réussi à la sécuriser après environ une semaine de combat. Jusqu'au 20 février, ils ont repoussé les unités du 1er bataillon de la 30e brigade jusqu'à la lisière nord-ouest du village, à peu près comme c'est le cas actuellement. Ensuite, la situation reste assez disputée, car le village n'est pas une zone clairement sécurisée, mais un champ de bataille avec un contrôle changeant. Un autre facteur s'ajoute, la situation autour de la zone de Kalenki. Depuis la tête de pont russe du 7, des groupes d'interception et de sabotage opèrent au sud du Donetsk, près de Chatitné, depuis la 7e brigade. Cela a un impact indirect sur la stabilité de la défense à la côte 207. Mais tant que cette tête de pont existe, la pression sur le flanc droit du groupe ukrainien Solidar demeure. On observe donc une situation typique. Pas de percée majeure, mais une lutte acharnée pour villages, maisons, hauteurs, et surtout pour les flancs, avec peu de déplacements mais tactiquement importants. Que disent réellement les soldats russes sur la guerre en cours ? Le parachutiste russe et correspondant Tretiakov décrit 4 ans de guerre non comme un combat héroïque, mais comme la perte de son pays. Et c'est quelque chose que j'avais déjà annoncé en 2022. La Russie existe encore géographiquement, mais ce n'est plus le même pays. Il décrit avec quelle image de soi. Beaucoup d'années russes des années 2020 héritants de l'Union soviétique, héritiers de la Grande Guerre de 1945, c'est-à-dire de la guerre patriotique. Membre d'un État fort et juste qui fait front uni en cas de besoin. 4 ans plus tard, selon ses mots, il ne reste plus pierre sur pierre de tout cela. Il qualifie la Russie de faible sur les plans militaires, technologiques, diplomatiques et informationnels. Il décrit une société qui ne s'est pas unie pendant la guerre. Il doute ouvertement de la direction, dont il croyait qu'elle partageait les valeurs fondamentales du peuple. Ce n'est pas une opposition libérale, c'est un homme issu du système, qui ne rejette pas la guerre en soi, mais qualifie l'image de la Russie qu'il a légitimée d'illusion. Sa conclusion est presque encore plus explosive. La forme actuelle de l'État n'est pas viable et devra inévitablement changer. Pas de romantisme des barricades, mais l'attente d'une métamorphose douloureuse. Il parle surtout d'une phase à venir qui serait fatale pour beaucoup. Voilà donc le véritable cœur du sujet. De telles voix suggèrent que le danger pour le système réside moins dans les défaites militaires que dans l'effondrement du fondement idéologique. Et c'est précisément cela qui devient le plus dangereux au Kremlin. Si le peuple et l'idéologie ne sont plus du même avis que le Kremlin lui-même, alors il n'a plus aucune importance de gagner une bataille au front ou d'en perdre 20. Tant que le peuple soutient l'armée ou la direction, ils continueront. Mais si ce soutien s'effondre, tout s'arrête. Alors ils auront un gros problème, car ils feront face à un danger venant de l'intérieur. Et lorsque même les patriotes convaincus réalisent donc que la Russie promise n'a jamais existé ou a été perdue depuis longtemps, un vide se crée. Et c'est précisément ce vide qui deviendra particulièrement dangereux sur le plan politique après la guerre. La Russie semble se diriger vers un blocage total de Telegram au 1er avril 2026. Officiellement, la plateforme est accusée de favoriser fraude, désinformation et violence. On mentionne 100 000 chaînes bloquées et un problème systématique. Mais ce qui est plus explosif, ce n'est pas tant l'annonce d'une interdiction, car nous avons déjà entendu cela plusieurs fois, cela fait déjà 2 ans qu'on l'annonce, mais plutôt la réaction venant de leur propre camp proche de la guerre. Le célèbre blogueur militaire russe Golikov renverse publiquement l'argumentation. Si Telegram doit être bloqué à cause de problèmes systémiques, pourquoi pas l'armée ? La possible interdiction de Telegram comporte 2 niveaux. Telegram n'est pas seulement un outil de propagande, mais aussi un moyen de communication sur le front, surtout depuis la panne de Starlink. Combiné à la restriction de Starlink, le blocage aggraverait encore la coordination militaire. Ils se tirent donc une balle dans le pied. Et tout cela simplement parce qu'ils veulent que les Russes utilisent Max, la nouvelle plateforme de messagerie développée par la Russie, qui peut déjà écouter les messages et écoute même les messages avant qu'ils ne soient envoyés. Donc dès qu'on commence à les taper, ces données sont déjà transmises. En outre, cette application serait constamment sujette aux bugs, refuserait fréquemment les connexions et parfois ne se lancerait même pas, ce qui est absurde. Je ne comprends pas comment on peut concevoir cela. Imaginez que la Bundeswehr soit en opération, que tous les moyens de communication tombent en panne, qu'on doive recourir à quelque chose d'à peu près sûr, et qu'ensuite on bloque cela pour obliger les gens à utiliser un programme qui ne fonctionne pas du tout ou presque pas. Ce n'est plus un coup symbolique, là il y a du concret. Des drones ukrainiens ont, le 25,
En février, l'ammonium nitrat aurait touché la production à l'usine de Drogobuch, provoquant des explosions en chaîne dans les zones de stockage et chargement. Si les informations sont exactes, on parle d'environ 10% de la production annuelle totale russe de cette substance. Ce n'est pas seulement un engrais bon marché, c'est aussi la matière première classique des explosifs industriels. C'est pourquoi une telle installation a une importance stratégique majeure. Il faut bien comprendre cela. Dans une guerre d'usure industrielle, ce n'est pas seulement celui qui a le plus de chars, que l'on ne voit de toute façon plus vraiment au front, qui l'emporte, mais celui qui peut produire le plus de matières premières à partir desquelles les munitions sont fabriquées et que l'on peut ensuite diriger de différentes manières vers d'autres cibles. Si une usine de cette taille tombe en panne, cela ne provoque pas immédiatement une pénurie de munitions. Ne vous méprenez pas, il y a de grands stocks qui sont encore remplis. Mais cela crée une pression sur le système. La production doit être redistribuée, les voies de transport s'allongent, d'autres usines fonctionnent à la limite, et tout système déjà fragilisé par les sanctions réagit fortement à de telles perturbations. S'ajoute la dimension géographique. Drogobuch est situé à l'intérieur du territoire russe. Ces attaques ne sont pas de simples actions tactiques, mais frappent dans le cœur de la base industrielle russe. Le message est donc le suivant. La portée existe, la protection est relative, la profondeur n'est plus une garantie depuis longtemps. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a encore une autre évolution qu'il ne faut pas sous-estimer. Selon les médias russes, la Chine a augmenté les prix des câbles à fibre optique pour les acheteurs russes de 2,5 fois à 4 fois. Cela signifie presque 400%. Il s'agit de la fibre G6 152D, le type standard pour les câbles de télécommunication, désormais largement utilisé pour contrôler les drones. Au début de 2025, elle coûtait encore 16 yuans par kilomètre, mais au début de 2026 déjà. 40, pourquoi est-ce important ? La fibre optique est aujourd'hui centrale dans la conduite des combats. Les drones à fibre optique évitent les interférences radio, résistent aux contre-mesures électroniques et offrent un contrôle stable sur plusieurs kilomètres. L'utilisation massive de ces systèmes en Grèce requiert beaucoup de fibres, ce qui rend la situation intéressante. En 2025, la Russie devrait avoir acheté environ 60 millions de kilomètres de fibres optiques. Cela représente environ 10,5% de la production mondiale. Les années précédentes, la part était inférieure à 1%. Ce n'est pas une évolution normale du marché. C'était vraiment une demande exceptionnelle due à la guerre. La Russie n'a quasiment plus de production significative propre. L'usine Optical Fiber Systems à Saransk a été fermée au printemps 2025 après plusieurs attaques de drones. C'était leur plus grande usine. Moscou dépend donc totalement des importations, ce qui profite aux autres pays qui peuvent ainsi gagner beaucoup d'argent avec la Russie. En même temps, ils peuvent hausser les prix, ce qui reste négatif pour la Russie. Si le principal fournisseur, la Chine, augmente fortement les prix, cela a plusieurs raisons. Soit la Chine réagit simplement au marché, soit c'est un signal politique qui rend visible le prix de cette dépendance. Mais je pense plutôt que c'est la première option. Dans les deux cas, un problème structurel apparaît. Celui qui ne peut pas produire lui-même des composants essentiels dans une guerre d'usure industrielle tombe dans une dépendance stratégique. Et là, je me demande quelle est notre position en Allemagne. Nous ne possédons pas de drones à fibre optique. Nous n'avons rien de ce genre. Dans la nuit du 24, en février, les unités ukrainiennes de systèmes sans pilote ont ciblé et neutralisé divers éléments de la défense aérienne russe, couvrant les armes de longue à courte portée. Détruits ou bien... Des lance-roquettes Ouragan ont été frappés à plusieurs reprises en Crimée, dans une position de tir à Zaporizhia, un système de défense aérienne Buk-M1 près de Svobodne, Donetsk, ainsi qu'un système canon-missile Pantsir S-1. Et de nouveau, en Crimée occupée, un radar de type Malachite. L'essentiel n'est pas la performance individuelle, mais le schéma qui se dessine. C'est toujours la chasse systématique à la défense aérienne. Pour frapper en profondeur avec des drones ou missiles, il faut d'abord affaiblir durablement la défense aérienne, pas seulement ponctuellement. Un Buk couvre des portées moyennes, efficaces contre avions et missiles de croisière. Un Pantsir protège objets et batteries à courte portée. Un Malachite, soit le radar, assure la reconnaissance et l'attribution des cibles. En combinant tous ces éléments, on constate que c'est l'architecture des capteurs et de la protection qui est de nouveau visée, pas les véhicules individuels. Le fait que les frappes visent à la fois les véhicules en première ligne et la Crimée montre la portée des opérations de drones ukrainiens, notamment longue portée. Et avec cela, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Algo. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Reinecke, c'est Fredjo Mayerhofer qui vous explique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à bientôt pour le prochain rapport de situation.